Alors, la salle maintenant. Ça, c'est un commentaire pour les étudiants de façon à ce qu'ils regardent les cartes. Alors, la salle, les premières questions. Je vous en prie, d'abord les étudiants, vous avez la parole. Monsieur Tanger, peut-être plus tard, étant donné que vous êtes un étudiant un peu chenu, un peu développé. C'est à vous. Est-ce qu'on peut lui passer le micro ? Alors, laquelle des deux? L'une après l'autre. Okay. N'hésitez pas trop. Okay. Allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai deux questions, si on a le temps. La première, c'est une question de méthode. Pourquoi, en théorie des relations internationales, aujourd'hui, donc en 2018, on voit toujours le monde, on voit des pôles partout. Pourquoi le monde serait forcément multipolaire alors qu'il y a des acteurs non étatiques qui sont facteurs d'instabilité, qu'il y a même des organisations internationales qui peuvent énormément jouer dans la disposition du monde aujourd'hui. Donc pourquoi il faut toujours qu'il y ait un pôle, des pôles? Pourquoi ce ne serait pas un monde plutôt apolaire, comme l'avance Bertrand Badi? Donc ça, c'est vraiment une question de méthode. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de toujours voir des pôles partout? Et la deuxième question, c'est que vous disiez que le discours officiel russe affirme qu'il n'y a pas de zone d'influence en Asie centrale. C'est quand même pas très crédible, sachant que, enfin, un exemple tout simple, c'est que en juin dernier, juin 2017, la Russie a renforcé sa coopération militaire avec le Tadjikistan parce que Daesh avait pris des provinces afghanes du nord à la frontière méridionale qui étaient jamais tombées sous les mains des talibans. Donc le renforcement militaire, tout simplement, voilà, cet exemple-là, ça prouve bien que la Russie... Enfin, c'est difficile à dire qu'il n'y a pas de zone d'influence. Donc est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pouvez affirmer aujourd'hui qu'il y a une influence russe en Asie centrale? Voilà. Si oui ou non, pas besoin de... Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prendrai une troisième question après. Allez-y. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi la Russie ne reconnaît pas tout simplement les revendications chinoises en mer de Chine? Et en échange, la Chine pourrait reconnaître l'annexion de la Crimée. Il me semble que cette position serait bénéfique pour les deux pays. Pour la question des Corées, ça c'est très simple. Oui. Comme ça serait bénéfique pour les deux pays d'avoir un allié de poids sur les reconnaissances mutuelles. Donc très bien, me posais la question. Mais vous avez... Attendez. On écoute les questions. Ça, c'est une question qui a priori justifiée. Il pourrait y avoir... une entente diplomatique sur ce point. C'était ça votre question? Pourquoi il n'y a pas un échange, un deal entre la Chine et la Russie, puisqu'ils sont si proches, pour se reconnaître mutuellement ce qui sont des annexions ou ce qui pourrait apparaître des annexions territoriales? Une autre question, monsieur, là-bas. Je passerai la parole ensuite, donc je prendrai un deuxième tour après les étudiants. Allez-y. Bonjour. Je vais vous reposer une question que Louis Gauthier vous a posée, mais à laquelle vous n'avez pas finalement répondu. C'est pourquoi vous ne concédez pas... Il a eu beaucoup de questions, il faut dire. Ouais. Mais pourquoi vous ne concédez pas à l'Union européenne une part d'autonomie stratégique? Pourquoi l'Union européenne est à vos yeux et serait à l'avenir? Je comprends aujourd'hui que vous pensez que l'Union européenne est aujourd'hui un allié, un partenaire américain et sous les ordres des États-Unis. Mais pourquoi à l'avenir, vous ne pensez pas que l'Union européenne pourrait être indépendante et avoir sa propre politique à mener vers la Chine et avec aussi la Russie? Et j'ai une toute petite question, une seconde question. Est-ce que vous pensez, est-ce que la Russie jouera le rôle d'intermède en Afghanistan pour la Chine? Merci. Alors, à vous. Ok. Alors, plusieurs questions ont été posées. La toute première concernait l'existence de pôles. Est-ce qu'on pourrait très bien imaginer, on parle de monde unipolaire, multipolaire, pourquoi faut-il des pôles, au fond? Eh bien, on pourrait fort bien imaginer un monde sans pôle, théoriquement, mais enfin, il y en a. C'est un constat. Hein, on pourrait imaginer un... Plus transnationaliste, les États régressent, et par exemple les droits des citoyens, les droits individuels prennent le dessus, mais c'est peut-être un monde qui est encore à construire. Et alors, il y avait la deuxième question qui était sur le Tadjikistan. Yes, Tadjikistan. Ah oui, alors,
le simple fait que la Russie ait mis en place des troupes en Tadjikistan ne signifie pas pour autant que cette zone représente une sphère d'influence russe. Le gouvernement tadjik a en fait invité les troupes russes pour ses propres raisons. Quand on parle de sphère d'influence, c'est quand même autre chose. C'est une situation dans laquelle on n'autorise pas, on ne permet pas. C'est un peu comme la doctrine de Monroe. Hein, on ne permet pas à d'autres pays de faire dans telle région ce qui ne nous plaît pas. Donc ça, c'est quand même pas la même chose. Hein. On n'a pas affaire à une zone, une sphère d'influence. Et d'ailleurs, la Russie, à mon sens, n'a pas suffisamment d'influence. Elle ne peut pas empêcher les pays de mener leurs propres politiques indépendantes. Ce que l'on voit, par contre, c'est qu'il y a des relations diverses entre la Russie et différents pays d'Asie centrale. Hein, je penserais, par exemple, on n'a pas besoin de certains visas pour aller dans certains pays, alors qu'il en faut pour aller dans d'autres pays. Donc vous avez des situations très différentes. Il n'y a pas, si vous voulez, sur les revendications territoriales. Les revendications territoriales. Yes. Well, that's very easy. Là, c'est la question très simple. Et je crois que l'intervenant suivant sera chinois, donc vous pourrez lui poser la question directement. S'il est d'accord, on en parlera. Ce sera donnant-donnant. Yes, about Europe. When Europe... Alors, quand l'Europe aura une politique étrangère indépendante, oui, ce sera effectivement, on pourra envisager des relations. Hein, et vous dites qu'à l'avenir, l'Europe sera peut-être plus indépendante. Quand elle le sera, oui, mais dans l'état actuel des choses, l'Europe n'est pas du tout indépendante dans ses choix, dans ses orientations de politique étrangère. Ensuite, il y a Isabelle, parce que je pense qu'Isabelle, elle avait des questions à poser. Tout à fait. Est-ce qu'un micro peut être apporté? Merci. En français, hein? Oui. Merci pour l'intervention. Vous avez. Tu peux le faire en anglais. Comment? Tu peux le faire en anglais ensuite. J'entends. Vas-y. Pour revenir à votre remarque par rapport au wishful thinking des experts occidentaux par rapport au rapprochement entre la Chine et la Russie, je partage en partie votre remarque. Oui, il y a du wishful thinking. Beaucoup d'experts insistent surtout sur les problèmes et les difficultés qui existent ou qui peuvent émerger dans ces relations. Mais je vois aussi beaucoup de wishful thinking dans les commentaires des experts russes, et sans parler du gouvernement. Et votre présentation n'est pas une exception. On a l'impression que tout va bien. Enfin, en gros, les choses vont plutôt très bien. Il n'y a pas de menaces sérieuses. En tout cas, à très long terme, peut-être, il peut y avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, à court et à moyen terme, il n'y a pas de problème. Donc je vois aussi du wishful thinking dans les commentaires russes. Et on aimerait beaucoup savoir davantage sur le partenariat économique. Est-ce que ce partenariat économique est profitable à la Russie? Est-ce que c'est profitable à la Chine? On a l'habitude en Occident de considérer que la Chine est un partenaire économique dans les négociations extrêmement difficiles. Alors on serait étonné que la Chine donne des cadeaux à la Russie de façon comme ça, désintéressée, d'autant plus que la Russie ne peut pas vraiment peser sur la Chine économiquement, vous l'avez remarqué vous-même. Et je termine par rapport aussi à votre remarque, dont vous avez remercié à maintes reprises les Occidentaux d'avoir poussé la Russie dans les bras de la Chine. Vous pouvez remercier davantage. Hein, si vous voulez, théoriquement, l'Occident peut aller encore adopter d'autres sanctions, mais on a l'impression que les Russes ne sont pas tellement heureux, totalement ravis de ce rapprochement. Donc ce remerciement n'est pas... Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, éclairé. Merci beaucoup. Merci. Jacques Tournier, il est juste derrière vous. Juste là. Merci, j'ai deux questions. La première qui prolonge celle qui vient d'être posée. La façon dont vous avez évoqué l'alliance entre la Russie et la Chine, je pensais que c'est d'abord et avant tout une alliance de raison. Même si les États sont des monstres froids et que les intérêts et les égoïsmes prévalent dans les relations qu'ils peuvent nouer entre eux, il y a parfois une dimension qui n'est pas complètement négligeable, qui est celle qu'on pourrait appeler l'affectio societatis ou les affinités électives. Est-ce que précisément entre la Russie et la Chine, il y a quelque chose de cet ordre-là?
il y a quelque chose de cet ordre-là qui émerge, qui existe ou qui émerge, affinité élective ou affectio societatis, qui permet d'envisager que l'alliance ou la relation soit consolidée sur des bases plus profondes. Et alors la deuxième question qui n'a rien à voir, mais qui est quand même dans le sujet, c'est de savoir comment vous appréhendez dans votre propos l'extraordinaire déséquilibre qui existe dans le registre démographique entre une Chine dont on connaît les tendances et une Russie dont on connaît les tendances aussi, et à commencer par le fait que le rapport de population est quand même de 1 à 10 sur un rapport de territoire qui est plutôt inversé. Alors est-ce que ça a un impact, une influence sur le jeu de l'alliance, ou en tout cas, est-ce que vous voyez une influence possible sur le futur de cette alliance? Merci Jacques. Il y a une question là devant moi. Alors, on va vous donner un micro. Vous y avez droit, comme tout le monde. I thought you might just... Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur les accords financiers sur le paiement du pétrole en yuan basé sur l'or, ou en tout cas il y a un accord de paiement de transaction. C'est ce pétro-yuan qui est donc adossé à l'or. Vous avez le système monétaire qui a été proposé par la Chine, donc, qui est d'acheter le pétrole avec des yuans adossés à l'or. Donc c'est une autre monnaie d'échange qui serait proposée. Au lieu de payer le pétrole en dollars, on le paierait en yuan chinois adossé sur l'or. Précisément pour changer l'ordre, modifier l'ordre international, l'ordre monétaire international. Isabelle. Juste pour revenir sur la question sur l'influence, la sphère d'influence, etc. Je pense qu'une clé, c'est quand même aussi la mesure dans laquelle les pays concernés l'acceptent. Et je crois que pour ce qui concerne l'Asie centrale, la Russie, c'est un partenaire encombrant, c'est un partenaire parfois insincère, c'est un partenaire qui peut instrumentaliser des situations, mais par rapport à ce qu'eux voient comme leur principale préoccupation de sécurité, d'une part, tout ce qui se passe en lien avec l'Afghanistan, et d'autre part, je dirais aussi les risques de révolution, de couleur, printemps, etc. Ils pensent qu'il n'y a qu'un acteur qui viendrait à leur secours, ce serait les Russes, ce ne serait pas les Chinois, et ce serait personne d'autre. Donc je pense que là, il y a quand même quelque chose d'accepté, même si ce n'est pas forcément une situation très agréable pour les républiques d'Asie centrale, c'est quand même comme ça qu'ils le voient. Je pense que par rapport à tout ce qui a été dit, il y a peut-être un souci dans la relation Chine-Russie qui pèse aussi dans l'asymétrie. Je pense que c'est le fait que la Russie raisonne beaucoup en termes géopolitiques. Je crois qu'on l'a déjà vu, même l'année dernière, dans le cycle précédent. Et en Asie, et notamment du côté de la Chine, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un dialogue et un discours commun qui montre que, voilà, on est d'accord, l'Occident, trop interventionniste, etc. Mais derrière, les Asiatiques et les Chinois vont attendre des choses plus concrètes, y compris dans le domaine économique. Et je pense que là, sur les routes de la soie, la Russie, à travers cette idée de grand partenariat eurasiatique, essaye un peu de faire comme si elle était un peu à l'initiative, de récupérer une dynamique qui, en fait, lui échappe assez largement. Et ça, je crois qu'entre les Chinois et les Russes, cette forte tendance de la Russie à penser géopolitique, à penser en grand bloc, en grand jeu de grands acteurs, bien ça, même les Chinois, jusqu'à un certain point, ne suivent pas. Et on le voit par rapport aux nouvelles routes de la soie chinoise, où en fait les Chinois ont déjà bien fait comprendre aux Russes qu'ils veulent bien investir, mais il faut que les projets soient crédibles sur le plan, soient fiables, soient crédibles sur le plan économique. Et ça, je pense que à terme, ça renforce peut-être l'asymétrie. Et enfin, sur ce partenariat eurasiatique, Alexandre, vous avez dit que c'était surtout une affaire de non-Western groups, de groupes non occidentaux, OCS, ASEAN, Route de la soie, Union économique eurasiatique. Mais il me semble que Vladimir Poutine, quand même, enfin c'est encore à géométrie variable, puisque Vladimir Poutine, au Forum économique
économique de Saint-Pétersbourg en 2016 a inclus l'Union européenne dans ce projet. Et là aussi, ça donnait un peu l'impression que la Russie essayait de récupérer un petit peu une dynamique qui n'est pas forcément venue d'elle, même pas du tout, mais que ça lui permettait un peu de relancer à la fois son union économique eurasiatique et de lancer peut-être quelques petits appels du pied aux Européens malgré tout. Merci Isabelle, merci beaucoup pour ces éléments. Alexandra, je vous repasse la parole, puis peut-être un mot de conclusion, parce qu'on va, voilà, après avoir répondu, vous concluez comme vous le souhaitez, après avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Oui, alors, une première a été la question, pardon, la dimension économique. Personne ne va faire de cadeau à la Russie, et vous l'avez fort bien dit. Enfin, il n'y a pas que la Chine. Hein, aucun pays ne va faire de cadeaux à qui que ce soit. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, personne ne nous fait de cadeaux dans nos échanges. Et c'est vrai qu'avec la Chine, hein, nous n'avons pas les mêmes intérêts. La Chine apporte des matières premières à la Chine, mais également... c'est la technologie qui est recherchée, et de l'autre côté, la Russie recherche des investissements surtout dans les industries et plutôt que dans les matières premières, et la Russie veut utiliser sa propre main-d'œuvre, donc plutôt que d'en importer de l'étranger. Mais des accords peuvent être trouvés, et au moins les Chinois ne nous sanctionnent pas pour des raisons politiques, et de ce point de vue-là, évidemment, c'est un partenariat bien plus confortable que celui avec l'Europe, qui est assorti de conditions. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un échange, enfin c'est un partenariat économique qui est mutuellement bénéfique. Quand vous dites que les Russes ne souhaitent pas se tourner vers l'Asie, alors je ne sais pas ce que sont vos sources, mais la Russie, comme la Chine, est un pays démocratique et toutes les opinions sont autorisées. Moi, j'ai l'impression que... ah oui, à propos, il y a une question sur les opinions publiques qui n'avaient pas été posées. Si on s'appuie sur l'opinion publique, la Chine est le pays le plus apprécié de la Russie. Enfin, on préfère la Chine et la Biélorussie. Plus de 50% des Russes disent que la Chine est un pays ami. Mais il y avait quand même également une forte minorité... 5 à 8% des gens qui disent que la Chine représente un danger pour la Russie. Donc, dans l'opinion publique russe, il y a des positions dissidentes. En Inde, bon, l'Inde, par exemple, n'est pas particulièrement appréciée, mais personne ne considère l'Inde comme un danger. Bon, enfin, la majorité des gens pensent que la Chine est un pays ami, et puis inversement, en Chine, on considère que la Russie est probablement le premier ami de la Chine, plus que la Corée du Nord, puisque même s'il ne s'agit pas d'un allié en tant que tel, la Chine a quand même quelques pommes de discorde avec la Corée du Nord. Alors, oui, la première question sur l'affectio societatis, là, peut-être qu'on pourrait... Et puis l'histoire de... Ah oui. Oui, non, la question démographique, j'avais bien comprise, mais cette histoire d'affectio societatis, je ne l'avais pas trop bien captée. Bon, alors, la question du poids démographique, bien entendu, la Chine est 10 fois plus importante que la Russie en termes démographiques. Bon, ça peut constituer un problème ou non. Par exemple, la Belgique est beaucoup plus petite démographiquement que la Chine, mais la France ne présente pas un danger pour la Belgique. Enfin, je ne sais pas, peut-être que les Belges se sentent menacés. Le Canada est beaucoup plus petit que les États-Unis sur le plan démographique, et là encore, on peut se dire que tout dépend finalement de la situation politique et des relations politiques entre les pays. Si les relations politiques entre la Chine et la Russie sont amicales, ça pose pas de problème. Cette idée d'une colonisation possible par les Chinois, notamment dans les zones frontières, la reconquête territoriale de la Russie par les Chinois, y compris par acquisition de terres, parce que voilà, c'est des zones qui sont peu occupées. Donc est-ce que cette idée, elle a un sens, elle est considérée comme un risque par les Russes?
voir une sorte de débordement démographique dans des zones sous-occupées par la Russie? Well, some people... Il y en a qui, pour des raisons politiques, vont vous dire qu'il y a effectivement là un danger ou une menace. Et puis c'est vrai qu'en Chine, vous en avez pas mal qui croient que la Russie avait autrefois occupé des terres chinoises dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, personne ne dit officiellement que la Russie doit rendre ses territoires. De toute façon, il n'y a pas eu de revendication territoriale. Mais enfin, effectivement, il y en a qui pensent que certaines terres russes appartenaient autrefois à la Chine. Mais enfin, d'un point de vue démographique, c'est pas tellement un débordement démographique de la Chine sur la Russie qui nous pose problème. Ce que l'on voit, par contre, c'est une baisse de la population chinoise sur les régions nord-est de la Chine. Parce que du point de vue chinois, vous avez des zones de la province de Liaoxian ou de Liaoning qui ne sont pas des zones très hospitalières, et vous avez donc des populations chinoises qui migrent vers le sud de la Chine. Donc sur le terrain, le problème il n'est pas du côté russe. Hein. Si vous voyez vous allez à Vladivostok, vous verrez moins de Chinois là qu'à Moscou, par exemple, parce que Moscou, évidemment, est une ville beaucoup plus hospitalière que Vladivostok. Et puis il y a très peu de migrants chinois. Les Chinois qui sont installés de manière permanente en Russie, selon les chiffres officiels en tout cas, je crois que toute la communauté chinoise, enfin tous les citoyens chinois en Chine, je crois qu'il y a 250 000 Chinois en tout, à un moment T, c'est-à-dire y compris les touristes et compagnie. C'est-à-dire que ceux qui ont une présence permanente ou des permis de résidence, je crois, vous avez peut-être des dizaines, des centaines de Chinois maximum. Enfin, c'est vraiment alors évidemment, pour des raisons politiques, on va peut-être gonfler les chiffres, mais il n'y a pas réellement de souci. Alors maintenant, pour cette proposition chinoise d'achat de pétrole en yuan A2C sur l'or, je ne connais pas cette proposition. Mais enfin, évidemment, si cette proposition était sur la table, je pense que les Russes la prendraient au sérieux parce que, comme à l'instar des Chinois, les Russes recherchent une dédollarisation de l'économie. D'ailleurs, c'est ce qui se fait avec les BRICS, notamment dans les échanges avec la Chine. On se sert justement du rouble et du yuan plus que du dollar, et on essaye précisément de rendre nos monnaies plus internationales. Pourquoi ? Parce que nous estimons que l'usage du dollar dans le commerce international, dans le commerce mondial, est précisément l'un des facteurs de la domination américaine à l'échelle mondiale. Donc là, c'est quelque chose que la Russie, la Chine et les pays du BRICS en général ont en commun. L'autre question sur que les Russes ne sont pas attirés par l'Asie. Bon, moi, depuis mon enfance, je me suis toujours rendu en Asie, mais en s'intéressant aux chiffres, on voit que notamment dans l'extrême-orient russe, la possibilité d'échanges élargis avec la Chine est au contraire vue très positivement. Hein. C'est plutôt à Moscou qu'à Vladivostok qu'on considère la Chine comme un danger, parce que là, au quotidien, à Vladivostok ou dans la frontière orientale, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de danger. Hein. Merci encore.